Il existe des matériaux que nous voyons tous les jours, mais que nous regardons presque jamais vraiment. Le marbre est l'un d'eux. Il est là, sur le sol que tu foules dans un musée, dans la statue que tu observes en silence, sur des façades qui semblent éternelles, solides, immuables. Nous l'associons au pouvoir, à la beauté, à quelque chose qui a toujours été là. Comme s'il était né, ainsi, parfait, poli, définitif. Mais alors surgit la question inconfortable. Comment une pierre arrive-t-elle à ce point? Comment coupe-t-on une montagne entière sans la détruire? Comment quelque chose d'aussi dur peut-il être brisé avec précision? Quel type de force faut-il pour déplacer un matériau qui pèse des centaines de tonnes? Et combien cela coûte-t-il réellement d'extraire quelque chose comme ça des profondeurs de la Terre? Parce que le marbre semble éternel, mais il ne l'est pas. Il est le résultat d'une transformation extrême, de pression, de temps, de décisions humaines qui ne tolèrent aucune erreur. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que ce que nous voyons à la fin, la brillance, la forme, le luxe, n'est que la dernière couche d'une histoire beaucoup plus longue. Une histoire qui ne commence pas dans un palais, ni dans une sculpture, ni dans un bâtiment monumental. Avant de devenir tout cela, le marbre était quelque chose de complètement différent. Et pour le comprendre, nous devons voyager beaucoup plus loin en arrière, beaucoup plus en profondeur, jusqu'à sa véritable origine. Si cela t'intéresse de découvrir comment les matériaux que nous utilisons tous les jours sont réellement fabriqués, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Et s'il y a quelque chose que tu t'es toujours demandé, comment cela se fait ou comment cela fonctionne, laisse-le dans les commentaires. Nous lisons tout parce que beaucoup des prochaines histoires naissent justement de là, de ta curiosité. Bien avant qu'il n'existe des villes, des bâtiments ou des sculptures, avant même qu'il y ait des êtres humains marchant sur la Terre, le marbre était déjà en train de se former. Pas dans les montagnes, mais sous l'eau. Imagine un fond marin ancien, silencieux, recouvert pendant des millions d'années. Là, couche après couche, se sont accumulés des coquilles, des restes d'organismes marins et des sédiments microscopiques. Rien de spectaculaire, rien de rapide. Juste une accumulation constante, presque imperceptible, jour après jour, siècle après siècle. Avec le passage du temps, ces couches ont commencé à se compacter. Le poids de ce qui s'accumulait au-dessus pressait ce qui se trouvait en dessous. Et pendant ce temps, depuis l'intérieur de la planète, la chaleur augmentait lentement. Ce ne fut pas un événement, ce fut un processus. Pression constante, température en augmentation, des millions d'années sans interruption. Ce changement profond s'appelle le métamorphisme. Cela ne signifie pas que la roche fond ni qu'elle explose. Cela signifie que peu à peu, la structure interne de la pierre se réorganise. Les grains se compactent, deviennent plus denses, plus solides, plus uniformes. Ainsi, ce qui était auparavant un calcaire ordinaire, riche en carbonate de calcium, commence à se transformer en quelque chose de différent, en une roche capable d'être polie, de refléter la lumière, de durer des siècles sans se désagréger. Et tout le marbre n'est pas identique. Les minéraux présents dans cet ancien fond marin laissent des traces. De petites quantités de fer, d'argile ou d'autres éléments créent des veines, des nuances et des couleurs différentes. Des blancs presque purs, des gris doux, des verts, des teintes rougeâtres, voire dorées. Chaque variation raconte une histoire différente. Une histoire écrite sous des kilomètres de roches et des millions d'années de pression. Et c'est précisément cette origine, si lente, si précise, si irrépétible, qui fera que, bien plus tard, certaines régions du monde deviendront spéciales et que l'être humain commencera à rechercher ce matériau sans encore savoir tout ce que son extraction impliquera. Parce que avant d'être culture, avant d'être art, avant d'être luxe, le marbre fut du temps comprimé dans la pierre. Bien avant que l'industrie n'existe, avant les machines, les plans ou les processus standardisés, l'être humain avait déjà posé les yeux sur le marbre. Ce ne fut pas un choix anodin. Dans des lieux comme Carrara, les montagnes ont commencé à révéler une pierre différente des autres, plus claire, plus homogène, plus docile à travailler et en même temps extraordinairement durable. Très tôt, les civilisations ont compris quelque chose d'essentiel. Toutes les pierres ne servaient pas au même usage. Le marbre est devenu le matériau choisi pour ce qui devait durer. Des sculptures pensées pour résister au passage du temps. Des temples et des bâtiments monumentaux destinés à traverser les générations.
des espaces où la précision et la permanence comptaient plus que la rapidité. L'Empire romain fut l'un des premiers à l'exploiter de manière systématique, non pas parce qu'il était le plus facile à extraire, mais parce qu'il offrait quelque chose que les autres matériaux ne pouvaient pas offrir. Un grain fin, une pureté visuelle et une capacité à être sculpté avec un niveau de détail exceptionnel. Des siècles plus tard, cette même logique restait intacte. Lorsque Michel-Ange choisit le bloc de marbre pour sculpter le David, il ne choisissait pas seulement une pierre blanche. Il choisissait un matériau qui lui permettait une précision extrême, une résistance structurelle et une surface capable de capter la lumière d'une manière presque vivante. Ce geste résume des siècles de discernement humain. Le marbre n'était pas utilisé parce qu'il était abondant. Il était utilisé parce qu'il était le bon matériau. Et ici apparaît une question inévitable. Si pendant des siècles ce matériau a été si précieux, s'il a été réservé à ce qu'il y avait de plus important, à ce qui devait durer, que se passe-t-il lorsque l'être humain a besoin de l'extraire à grande échelle sans le briser, sans le gaspiller, sans détruire ce qui lui donne sa valeur? Car plus un matériau est apprécié, plus le processus pour l'obtenir devient délicat. Et c'est là que l'histoire laisse place au véritable défi. Jusqu'ici, le marbre a été du temps, de la nature et un choix humain. Mais maintenant apparaît le véritable problème, car extraire du marbre n'est pas la même chose qu'extraire de la pierre. C'est un matériau extrêmement dur et, en même temps, étonnamment fragile. Il peut supporter des tonnes de pression pendant des millions d'années, mais une fissure invisible, créée au mauvais moment, peut le ruiner complètement. Et ici, il n'y a aucune marge pour l'essai et l'erreur. Une coupe mal réalisée ne se corrige pas. Une fracture interne ne se répare pas. Un bloc qui se casse cesse d'avoir de la valeur en quelques secondes. Cela rend chaque décision irréversible. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de seconde chance. C'est pourquoi, lorsqu'on travaille le marbre, le risque n'est pas seulement technique. Il est économique, il est structurel, il est absolu. Et ici surgit une question clé. Si ce matériau a été si précieux pendant des siècles, si chaque bloc peut coûter des centaines de milliers, comment intervient-on sur une montagne entière sans détruire précisément ce que l'on cherche à préserver? La réponse ne se trouve pas dans la force brute, elle se trouve dans le contrôle. C'est précisément en raison de ce niveau de risque que l'extraction moderne du marbre est devenue l'une des opérations les plus précises et les plus soigneusement planifiées au monde. Et pour le comprendre, il faut d'abord observer le décor où tout se déroule. De loin, la montagne ne ressemble pas à une montagne ordinaire. Ses formes ne sont pas irrégulières. Il n'y a ni courbe douce, ni pente naturelle, elle est découpée en niveaux. De grandes terrasses en gradins descendent les unes sur les autres, comme si quelqu'un avait taillé d'immenses marches directement dans la roche. Chaque niveau mesure plusieurs mètres de hauteur et ensemble, ils forment des parois verticales qui s'enfoncent profondément dans la montagne. Les surfaces sont claires, presque blanches. En plein soleil, elles reflètent la lumière d'une manière qui rappelle la neige. Mais ici, il n'y a pas de glace. Ce qui brille, c'est la pierre. Vue d'en haut, la carrière semble immobile. Mais en observant de plus près, le lieu est vivant. Il y a un mouvement constant, ordonné, répétitif. Un travail qui ne s'arrête pas, qui suit le même rythme chaque jour. En haut, en bas, au loin et en profondeur, la montagne a été transformée en un espace géométrique, précis, conçu non pour être admiré, mais pour permettre de travailler un matériau qui n'admet aucune erreur. Rien ici ne semble improvisé. Chaque niveau existe pour accéder au suivant. Chaque paroi droite marque une limite claire entre ce qui est encore montagne et ce qui cessera bientôt de l'être. Et c'est précisément dans ce décor, aussi immense que soigneusement organisé, que commence la partie la plus délicate de tout le processus. Car à partir d'ici, il ne s'agit plus d'observer la montagne, mais d'y intervenir sans détruire ce que l'on cherche à extraire. Quand on parle d'explosifs, la plupart imaginent le chaos, de la roche projetée dans toutes les directions, des dégâts inévitables. Mais dans une carrière de marbre, il se produit exactement l'inverse. Avant toute détonation, la montagne a déjà été étudiée. Des forages profonds sont réalisés en des points soigneusement calculés. Ils ne sont pas placés au hasard. Ils forment une ligne précise, pensée pour guider la roche vers un seul résultat possible. Chaque perforation marque une intention.
non pas briser, mais indiquer où la pierre doit céder. À l'intérieur de ces forages, on introduit des explosifs industriels de faible puissance. Ils ne sont pas conçus pour détruire, mais pour générer une pression contrôlée, brève et localisée. Lorsqu'ils sont activés, l'explosion ne cherche pas à séparer le bloc. Elle vise quelque chose de beaucoup plus subtil. Créer une ligne de faiblesse interne, une fracture nette, sans onde se propageant de manière imprévisible dans la pierre. Ici, une charge excessive serait une erreur grave. Trop de force peut générer des micro-fissures invisibles, des défauts internes qui ne se voient mais sentent pas sur le moment mais qui ruinent le matériau plus tard. C'est pourquoi chaque détonation est minimale, mesurée, calculée. Le résultat n'est pas une roche fendue, mais une roche préparée. La montagne reste en place, mais elle possède désormais un point exact où, plus tard, elle pourra s'ouvrir sans résistance inutile. Et une fois cette ligne créée, commence le processus le plus délicat de tous. Non pas celui d'affaiblir la pierre, mais celui de la couper avec une précision absolue. Avec la roche désormais préparée, commence la véritable coupe du marbre. C'est le moment où la force cesse d'être utile et où tout dépend du contrôle. Pour séparer le bloc sans l'endommager, on utilise un système qui fonctionne de manière continue, stable et prévisible. Un câble renforcé de segments de diamant est passé autour du bloc en suivant des perforations guides préalablement calculées. Le mouvement est constant. Il n'y a ni coup, ni poussée, ni accélération brusque. Le câble avance toujours à la même vitesse, usant la pierre de façon progressive. Tout au long du processus, un flux permanent d'eau accompagne le parcours. Sa fonction est double, réduire la friction et maintenir la température sous contrôle. Sans ce refroidissement continu, la chaleur pourrait générer des tensions internes capables de provoquer des microfractures invisibles. Ici, quelque chose de fondamental se produit. Le marbre ne se coupe pas par impact, il se sépare par usure contrôlée. L'avancement est lent, presque imperceptible à l'œil nu. Une seule coupe peut prendre des heures à se compléter, selon la taille et la dureté du bloc. Ce temps n'est pas un inconvénient, c'est une garantie. Car à ce stade, surgit une question clé. Si le système permet d'accélérer, pourquoi ne pas le faire? La réponse se trouve dans le matériau. Le marbre est extrêmement résistant, mais aussi sensible à toute vibration inutile. Accélérer le processus augmenterait le risque de dommages internes qui ne sont détectés que bien plus tard. C'est pourquoi la coupe est maintenue stable, prévisible et sans variation. Chaque millimètre se sépare dans les mêmes conditions que le précédent. Et si cela t'intéresse de comprendre, à ce niveau de détail, comment les matériaux que nous utilisons tous les jours sont fabriqués et transformés, abonne-toi à la chaîne. Nous lisons les commentaires et, bien souvent, les prochaines vidéos naissent directement de ce que vous demandez. S'il y a quelque chose que tu t'es toujours demandé comment cela se fait ou comment cela fonctionne, écris-le. Lorsque le câble termine son parcours, la coupe est déjà réalisée. Le bloc a été séparé de la montagne avec une précision totale, mais il n'est pas encore libre. Il reste soutenu par son propre poids. Et libérer cette masse sans que rien ne déraille est le moment le plus délicat de tout le processus. Avec la coupe désormais complète, le bloc reste lié à la montagne par son propre poids. C'est ici que commence la phase la plus délicate de toute l'extraction. Dans les lignes de séparation, on insère des poches hydrauliques plates, placées avec une précision millimétrique. Elles ne sont pas gonflées d'un seul coup. La pression augmente de manière progressive, contrôlée comme si la roche avait besoin de temps pour réagir. Chaque augmentation est mesurée, chaque pause a une raison. À mesure que la pression monte, l'équipe observe la pierre en silence. Ils ne recherchent pas de grands mouvements, mais des signes minimes. Une vibration différente, un son presque imperceptible, dû à un changement dans la manière dont le bloc repose sur la base. Pour éviter que la séparation ne se referme, des coins sont placés au point clé. Leur fonction n'est pas de forcer, mais de maintenir ouvert l'espace gagné, millimètre par millimètre. Ici, l'expérience humaine est décisive. Le tailleur de pierre le plus expérimenté interprète ce que la pierre est en train de dire. Il sait quand avancer, quand arrêter la pression et quand attendre. Il n'y a ni ordre précipité, ni mouvement brusque.
Il y a une observation constante, une coordination et des décisions prises en quelques secondes. La pression continue d'augmenter jusqu'à ce que la roche cède exactement à l'endroit où elle a été préparée. Sans cassure, sans fractures internes. À ce moment-là, le bloc est complètement séparé de la montagne. Il reste intact, mais il fait maintenant face à un nouveau problème. Il pèse des centaines de tonnes, et le déplacer sans l'endommager est le prochain grand défi. Une fois séparé, le bloc n'appartient plus à la montagne, mais cela ne signifie pas que le risque soit terminé. Désormais, le problème est physique, du poids pur. Avant de le déplacer, le terrain est préparé. Des surfaces de terre et de boue sont placées de manière stratégique pour amortir toute descente. Dans certains cas, le bloc n'est pas soulevé immédiatement. Il est laissé tomber de façon contrôlée, guidé par des rampes conçues exclusivement pour absorber des centaines de tonnes sans provoquer de rupture. Ici, il n'y a pas de mouvement rapide. Tout se déroule lentement, avec des marges minimales. Le bloc avance peu à peu jusqu'à la zone de chargement. Chaque déplacement est calculé afin que le poids soit réparti de manière uniforme. Une erreur à ce stade n'endommagerait pas seulement le marbre, elle mettrait également en danger les personnes qui travaillent autour. Lorsque le chargement est enfin effectué, les camions de très grand tonnage entrent en scène. Ce ne sont pas des véhicules ordinaires. Ils sont conçus pour transporter des masses extrêmes, mais même ainsi, le trajet n'est pas simple. Les routes qui descendent de la carrière vers la vallée sont souvent étroites, escarpées et bordées de virages serrés. Ici, la vitesse n'est pas une option. On avance lentement, avec des freins poussés à leur limite et des manœuvres pensées à l'avance. Chaque virage exige une attention totale. Chaque mètre parcouru compte. Lorsque le camion quitte la montagne, le bloc a déjà franchi l'un des tronçons les plus dangereux de tout son parcours. L'extraction est désormais derrière lui. À partir de ce point, le marbre entre dans un autre monde. Il quitte l'environnement naturel et passe sous le domaine de l'industrie. Lorsque le bloc arrive dans la vallée, l'environnement change complètement. La montagne reste en arrière. Ici, ce n'est plus le poids ni le risque immédiat qui domine, mais l'ordre. La première étape est le nettoyage. La boue, la poussière et tout résidu de la carrière sont éliminés. Ce n'est pas seulement une question d'esthétique. Tant que la surface n'est pas complètement propre, il n'est pas possible d'évaluer réellement la pierre. Une fois le bloc bien visible, la phase de classification commence. On observe la couleur, les veines, la taille et surtout l'intégrité structurelle. Ici apparaît une idée clé. Tout le marbre n'a pas la même valeur, même lorsqu'il provient du même endroit. Certains blocs présentent une pureté exceptionnelle. Veines équilibrées, grains fins, absence de fissures. Ceux-là sont réservés à des projets où chaque imperfection compte. Architecture, haut de gamme, pièces de luxe, travaux sur mesure. D'autres présentent des variations plus marquées ou des dimensions différentes. Ce ne sont pas des défauts, mais ils déterminent une autre destination. Revêtement, dalles ou usage plus standardisé. À ce stade, rien n'est encore découpé. On décide d'abord. Chaque bloc est évalué afin de définir ce qu'il peut devenir, quelle valeur il aura et quel type de transformation il justifie. Ici, la force cède la place au jugement. Une erreur à cette étape ne brise pas la pierre, mais peut en réduire la valeur de manière irréversible. Une fois la décision prise, le chemin est tracé. Car à partir de maintenant, commence la phase où chaque millimètre compte. L'étape suivante consiste à transformer ces blocs en dalles. Et là, la précision redevient absolue. Une fois le bloc classé, commence la transformation la plus visible de tout le processus. Ici, le marbre cesse d'être une masse compacte et commence à prendre forme. Le bloc est placé dans la zone de coupe et aligné avec précision. À partir de ce point, la moindre déviation, aussi infime soit-elle, se répercute jusqu'à la fin. Face à lui travaillent des scies multiples disposées en parallèle. Elles n'avancent pas rapidement. Elles avancent de manière constante. Le bloc se déplace lentement, tandis que les lames coupent de façon uniforme, définissant des dalles de seulement quelques centimètres d'épaisseur. Les tolérances sont minimales. Ici, chaque millimètre compte. Tout au long du processus, l'eau s'écoule de manière continue. Ce n'est pas un complément, c'est un outil critique.
L'eau refroidit les scies, réduit la friction et maintient la température sous contrôle. Sans elle, la chaleur s'accumulerait, la pierre se mettrait sous tension et une dalle entière pourrait être perdue sans avertissement. Elle permet également de contrôler la poussière en évitant que des particules fines n'endommagent la surface fraîchement coupée. Le son est uniforme. De l'eau qui tombe. Une coupe constante, sans choc ni variation brusque. À mesure que le bloc avance, les dalles commencent à se séparer une à une. Chaque coupe révèle une nouvelle surface, encore rugueuse, encore mate, mais déjà définie. Même à ce stade, le risque reste présent. Une contrainte interne mal répartie, une micro-fissure invisible, peut faire qu'une dalle se fracture juste à la fin du parcours. C'est pourquoi l'avancement est lent et contrôlé. Ici, on n'accélère pas pour gagner du temps. On avance pour ne pas perdre de matière. Lorsque le processus se termine, le bloc d'origine n'existe plus. À sa place, il y a des dalles individuelles, toutes identiques en épaisseur, toutes coupées avec une précision millimétrique. Mais elles ne sont pas encore prêtes. Elles ne montrent pas encore ce pourquoi le marbre est réellement connu. Cela se produit lors de la phase suivante, lorsque la surface commence à révéler son véritable aspect. Une fois les dalles découpées, commence la phase où le marbre révèle tout son potentiel. Ici, on n'ajoute rien pour l'embellir. Ici, on travaille la pierre elle-même. Les dalles avancent à travers des machines de polissage qui agissent de manière progressive. Le processus ne se fait pas en une seule fois. Il commence avec des abrasifs plus grossiers qui éliminent les marques de coupe et nivellent la surface. Puis, étape par étape, on utilise des abrasifs de plus en plus fins. À chaque passage, la friction est soigneusement contrôlée. Elle ne cherche pas à user la pierre au hasard, mais à la rendre de plus en plus lisse. À mesure que la surface se perfectionne, les micropores du marbre s'ouvrent et se referment de manière uniforme. C'est à ce moment-là que se produit le changement le plus visible. La lumière cesse de se disperser et commence à se réfléchir de façon régulière. La brillance n'apparaît pas d'un seul coup. Elle surgit peu à peu à mesure que la surface atteint un niveau de douceur extrême. Et ici, il est important de comprendre quelque chose de fondamental. Le marbre ne brille pas parce qu'il est peint ou recouvert. Il brille parce que sa propre structure, lorsqu'elle est travaillée avec précision, réfléchit la lumière de manière uniforme. Dans de nombreux cas, des résines techniques sont appliquées pour sceller des micro-fissures invisibles et unifier la surface. Elles n'altèrent ni la couleur ni l'aspect. Leur fonction est de renforcer la durabilité et d'éviter que de petites imperfections ne deviennent des problèmes avec le temps. À l'arrière de certaines dalles, des maillages ou des couches de support sont ajoutés. Ces renforts ne se voient sans pas, mais ils augmentent la résistance structurelle et facilitent la manipulation sans risque. Lorsque le processus se termine, la dalle est complète, lisse, brillante et stable. Ce qui reflète maintenant la lumière a commencé comme un sédiment marin, a passé des millions d'années sous pression et a traversé une chaîne de décision humaine où chaque détail comptait. Ici, il n'y a pas d'ornements ajoutés, ou seulement du temps, de la matière et une précision poussée à l'extrême. Avant qu'une dalle ne soit considérée comme terminée, elle passe par une dernière phase décisive. Le contrôle. Chaque pièce est inspectée individuellement. On vérifie la surface, les veines, l'uniformité de la finition et l'intégrité structurelle. On ne recherche pas seulement des défauts visibles. On contrôle également l'épaisseur et la stabilité, car toute déviation affecte son utilisation à long terme. Vient ensuite la classification finale. Les dalles sont regroupées selon des standards de qualité définis, garantissant que chacune réponde exactement à ce qui est attendu d'elle. À ce stade, chaque dalle reçoit une identité propre. Des codes, des étiquettes et des enregistrements sont attribués, indiquant son origine exacte, de quelle carrière elle provient, à quel lot elle appartient, bien quand elle a été extraite et transformée. Ce n'est pas de la bureaucratie, c'est de la traçabilité. Grâce à ce système, aucune pièce n'est anonyme. Chaque dalle peut être retracée depuis le moment où elle a quitté la montagne jusqu'à son état final. Cela protège le fabricant, garantit la cohérence pour l'acheteur et maintient le standard du matériau. Le processus industriel ne se termine pas lorsque le marbre est coupé ou poli. Il se termine lorsqu'il répond à tous les critères qui en font un matériau préparé pour durer des décennies.
À partir de là, le marbre est prêt à partir dans le monde. Une fois que le marbre a passé tous les contrôles, il cesse d'être un produit industriel en attente et commence son dernier parcours. Il quitte la vallée sous forme de blocs et de dalles soigneusement sécurisés, voyage par route jusqu'aux ports et centres logistiques, et de là traverse les océans à destination de différents pays. À partir de ce moment, le même matériau commence à suivre des chemins très différents. Certaines dalles arrivent sur de grands projets architecturaux, bâtiments, sols, façades et espaces publics où le marbre s'intègre dans des structures pensées pour durer des décennies. D'autres aboutissent dans des ateliers plus petits où des artisans et des spécialistes le travaillent sur mesure pour créer des pièces uniques, des sculptures, des plans de travail ou des éléments de design intérieur. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'existe pas une seule destination possible. Le même marbre extrait d'une montagne peut devenir un matériau fonctionnel, un élément esthétique de haut niveau ou une pièce unique selon sa qualité, sa coupe et sa finition. C'est ici que le processus prend tout son sens. La valeur que nous voyons dans le monde réel n'apparaît pas par hasard. Elle est la conséquence directe de tout ce qui s'est produit auparavant. L'origine naturelle, l'extraction précise, la transformation contrôlée et les décisions humaines prises à chaque étape. Ce qui a commencé comme un sédiment marin, soumis à des millions d'années de pression et de chaleur, fait aujourd'hui partie du monde construit que nous habitons chaque jour. Et comprendre ce parcours change complètement la manière dont nous regardons à nouveau une simple surface de marbre. Lorsque nous voyons du marbre, nous ne pensons presque jamais à tout ce qu'il a fallu pour qu'il soit là. Nous le percevons comme une surface élégante, solide, permanente. Mais derrière cela, il y a quelque chose de bien plus vaste. Avant d'être architecture, avant d'être design ou décoration, le marbre était un sédiment marin. Il a passé des millions d'années sous pression et sous chaleur, a été lentement transformé par la Terre elle-même et, bien plus tard, façonné avec une précision extrême par des mains humaines. Ingénierie, discernement technique et culture accumulée convergent dans un matériau qui fait aujourd'hui partie de notre environnement quotidien. Comprendre ce parcours change la manière dont nous le regardons. Ce n'est plus seulement de la pierre. C'est du temps, un processus et une décision. Si cela t'intéresse de continuer à découvrir comment sont fabriqués les matériaux et les objets que nous utilisons tous les jours, tu peux t'abonner à la chaîne. Et s'il y a un procédé qui a toujours éveillé ta curiosité, dis-le nous dans les commentaires. Nous lisons chaque idée, car cette chaîne existe précisément pour explorer comment se fait et comment fonctionne le monde qui nous entoure.